Jeudi 14 juillet 2016, comme chaque année, la France célèbre sa fête nationale. Le matin à Paris, le traditionnel défilé militaire se déroule sur les Champs-Élysées sous un ciel nuageux. Et à Nice, c'est un autre temps qui règne. Un grand soleil et une chaleur estivale, comme il est fréquent sur la Côte d'Azur à la mi-juillet. Sur les plages de la ville, la journée est radieuse. Touristes et Niçois profitent du sable et de la mer sous une chaleur estivale qui avoisine les 27-28 degrés. Et en ville, les terrasses sont pleines. Et à la nuit tombée, comme chaque année, tout le monde va se retrouver au même endroit, la promenade des Anglais, pour le feu d'artifice du 14 juillet. Personne ce soir-là ne sait encore ce que cette fête va devenir. À 21h, sur la promenade des Anglais, les gens commencent à affluer. Familles, touristes, bandes de copains, ils viennent occuper le muret qui sépare la chaussée de la plage, s'installer sur le sable ou sur les terrasses pour ne rien manquer du feu d'artifice à venir. Peu à peu, la foule grossit. Ils sont près de 30 000 ce soir-là, le long du front de mer. Pour permettre le bon déroulement des festivités, une partie de la circulation a déjà été coupée. 2 barrages filtrent l'accès, l'un rue Gambetta, tenu par la police municipale, l'autre rue Meyerbeer, près de l'hôtel Westminster, sous la responsabilité de la police nationale. Le dispositif est constitué de barrières mobiles, de séparateurs de voies, et ce soir-là, une seule voiture de police garée en travers de la chaussée. À 21h34, à l'autre bout de la ville, un homme vient chercher un camion, à vélo, il range la bicyclette à l'arrière, puis démarre. Il s'appelle Mohamed Lawesh Boulel, 31 ans, chauffeur-livreur tunisien installé à Nice. Le poids lourd blanc a été réservé le 4 juillet et récupéré le 11. Et depuis plusieurs jours, il l'a déjà fait circuler à 11 reprises sur la promenade, montant même 3 fois sur le trottoir, sans que personne ne s'en inquiète. Bonjour, une édition spéciale de ce journal de 13 La heures. France à ce moment-là vit sous l'état d'urgence depuis les attentats de janvier et novembre 2015. Paris, dans le 11e arrondissement, des hommes lourdement armés ont attaqué le siège du journal Charlie Hebdo. Au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Mais aucun dispositif ne peut empêcher un homme décidé à transformer un camion en arme de guerre. À 22h, les premières fusées partent d'une barge ancrée au large de la baie des Anges. Pendant 20 minutes, tous les regards se lèvent vers le ciel. Et pendant ce temps, Mohamed Lawesh Boulel roule sans se presser vers l'autre bout de la ville. À 22h20, le feu d'artifice vient de s'achever. Sur la promenade, les enfants brandissent encore leurs lampions tricolores, les terrasses affichent toujours complet et les conversations reprennent, portées par le bruit des vagues. À 22h30, le camion réapparaît dans le quartier Magnan, à l'autre bout de la promenade, à l'ouest cette fois, phare éteint. Il roule doucement. Autour de lui, personne ne fait attention à ce véhicule parmi tant d'autres. Et dans un local du centre-ville, une policière suit la foule sur ses écrans. Elle n'aura vu le conducteur que 3 secondes. Assez pour comprendre qu'il est seul au volant et que quelque chose ne tourne pas rond. Il est exactement 22h33, à hauteur du boulevard Gambetta. Il force le barrage, monte sur le trottoir, et en une fraction de seconde, la fête nationale vient de basculer dans l'horreur. Le camion zigzague, de droite à gauche, sur le trottoir bondé. Le conducteur cherche le côté mer, là où la foule est la plus dense. Un abribus le repousse, il revient sur le trottoir un peu plus loin. Une pergola le ramène sur la chaussée. Le camion ne ralentit pas, le conducteur cherche littéralement à faucher le plus de monde possible. Sur des centaines de mètres,
Des familles entières sont projetées au sol. Les gens courent dans tous les sens sans savoir où aller. Certains sautent par-dessus le parapet pour rejoindre la plage, plusieurs mètres plus bas, et se blessent en tombant sur les galets. D'autres se ruent vers les halls d'hôtels, les restaurants, n'importe quelle porte encore ouverte. Et dans cette foule en fuite, un homme fait l'inverse de fuir. Franck Terrier roulait en scooter au moment où le camion a forcé le barrage. Il tente d'atteindre le conducteur pour l'arrêter, et finit par être repoussé et tombe. Des policiers municipaux rejoints par des effectifs de la police nationale ouvrent le feu sur la cabine en pleine course. Les balles touchent le camion, mais il continue d'avancer. Et non loin de là, une patrouille à pied de 3 agents remonte la promenade à contre-courant et se retrouve en quelques secondes face au camion. Sur la chaussée, des secouristes présents pour le feu d'artifice et des simples passants commencent déjà dans l'urgence à s'occuper des premiers blessés. Des vêtements servent à comprimer des plaies. Personne n'attend l'arrivée officielle des secours pour agir. Après environ 1,7 km, le camion arrive à hauteur du palais de la Méditerranée. Ses pneus sont crevés, son pare-brise étoilé d'impact et son embrayage vient de lâcher. Le poids lourd s'immobilise, presque malgré lui. Les équipes de police convergent aussitôt. Depuis la cabine, Mohamed Lawesh Boulel ouvre le feu avec un pistolet, un calibre 7,65 sur les policiers. Ils ripostent avec leurs armes de service. L'échange de tirs dure un peu plus d'1 minute. Le conducteur s'effondre mortellement touché. En s'approchant du camion, sans savoir encore s'il transporte des explosifs, les policiers découvrent dans la cabine plusieurs armes factices. 4 minutes et 17 secondes se sont écoulées depuis que le camion a forcé le barrage. 4 minutes et 17 secondes qui viennent de faire basculer des dizaines de vies. Le camion est à l'arrêt, son conducteur neutralisé, et un silence presque irréel s'installe, puis les cris reprennent, de partout à la fois. Sur près de 2 km, la promenade n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était 1 heure plus tôt. Des dizaines de corps allongés sur la chaussée, des vélos écrasés, des poussettes renversées, des chaussures et des téléphones éparpillés sur le bitume. Des traces presque intactes de la soirée qui existait encore quelques minutes plus tôt. Les premiers policiers qui avancent vers le camion ne savent pas s'il agit seul. Depuis le 13 novembre 2015, tout le monde sait qu'une attaque peut être coordonnée, qu'un premier coup peut en annoncer un second, et les démineurs sont appelés en urgence. En quelques minutes, les lignes d'urgence sont saturées. Le SAMU déclenche son dispositif de médecine de catastrophe. Le Hyde Club, une discothèque près de la promenade, et un grand hôtel voisin vont se transformer en postes médicaux improvisés, tandis que le palais de la Méditerranée devient le poste de commandement de la police. Au CHU de Nice, les chirurgiens sont rappelés chez eux en pleine nuit, des interventions programmées, annulées pour libérer des salles. Dans les couloirs, le personnel soignant découvre des blessures qu'on ne voit d'ordinaire qu'en temps de guerre. Traumatismes multiples, fractures ouvertes, écrasements. Et toute la nuit, les équipes se relaient sans arrêt. Quelques heures plus tôt, la promenade accueillit un feu d'artifice, une fête, une joie. Elle est désormais une scène de crime à ciel ouvert, sous les projecteurs des pompiers. Dans la nuit, l'identité du conducteur tombe assez vite. Il est connu des services de police pour des faits de droit commun, violence, vol, dégradation, mais totalement inconnu des services antiterroristes. Dans son téléphone, les enquêteurs retrouvent des dizaines de photos de la promenade, sous tous les angles, prises dans les jours précédents. C'est la preuve d'un projet mûri, préparé dans les moindres détails, et non d'un geste de folie isolé. Et 2 jours plus tard, le 16 juillet, l'État islamique revendique l'attentat, présentant Lawesh Boulel comme l'un de ses soldats. L'instruction établira qu'il s'était en réalité radicalisé très rapidement, en quelques semaines à peine, en consommant massivement de la propagande djihadiste en ligne, sans preuve d'un ordre venu de Syrie ou d'Irak. Immédiatement, une cellule de crise interministérielle se réunit. Et dans la nuit, François Hollande prend la parole depuis l'Élysée. L'horreur de nouveau vient de s'abattre sur la France. À Nice, cette nuit, un camion a foncé sur la foule rassemblée pour
le feu d'artifice du 14 juillet avec l'intention de tuer, d'écraser et de massacrer. Nous déplorons, à l'instant où je parle, 77 victimes, dont plusieurs enfants, et une vingtaine de blessés en urgence absolue. Cette attaque, dont le caractère terroriste ne peut être nié, est encore une fois d'une violence absolue. Dès le lendemain, il se rend à Nice et décrète 3 jours de deuil national. La promenade se couvre de fleurs et de bougies. L'émotion dépasse largement les frontières françaises, avec des messages de soutien venus du monde entier. Le bilan de l'attentat, lui, est lourd. 86 morts, dont 15 enfants et adolescents, 458 personnes blessées, certaines à vie, et plus d'une trentaine de nationalités différentes figurent parmi les victimes. Chaque 14 juillet au soir, 86 faisceaux lumineux s'élèvent au-dessus de la mer, un pour chaque vie perdue. Aujourd'hui, la promenade des Anglais a retrouvé ses promeneurs, ses joggeurs, ses touristes venus voir la mer. La vie a repris son cours, comme elle le fait toujours. Mais sous cette normalité retrouvée, il reste une mémoire que rien n'efface, celle d'une nuit où une ville entière a été frappée en plein cœur, celle de 86 noms, 86 vies qu'il ne faudra jamais oublier. Le 14 juillet 2016 à Nice restera à jamais gravé dans la mémoire de la France.